Excusez-moi. Bonjour, j'espère que tout le monde m'entend. Désolée pour ce petit écho en début de présentation. Bienvenue à ce call consacré aux technologies des systèmes hybrides connectés. Nous allons démarrer le webinaire dans quelques instants. Je vois que des personnes sont encore en train de se connecter. Les personnes qui sont connectées, donc merci par avance de bien vouloir fermer votre micro pendant toute la durée de la présentation. Donc, nous allons démarrer. Je vais brièvement vous présenter le contexte de ce webinaire, donc les actions SOCOL notamment qui permettent aujourd'hui de proposer des webinaires, dont ce qui nous rassemble aujourd'hui. Ensuite, nous aurons nos différents intervenants qui nous présenteront dans le vif du sujet les solutions hybrides avec, dans un premier temps, Jean-Christophe Adorn, donc de l'Agence internationale de l'énergie pour la plateforme chaleur et froid renouvelable. Ensuite, Laetitia Brottier de Dualsun qui rentrera un petit peu dans du retour d'expérience par rapport à des projets concrets qui ont été menés et des installations spécifiques. Et puis ensuite, nous terminerons avec Daniel Zenhuysen de l'Institut de technologie solaire en Suisse qui nous parlera des facteurs, des indicateurs de performance de ces systèmes. Donc ce webinaire vous est proposé par Enerplan. Nous sommes le syndicat des professionnels de l'énergie solaire et depuis 1983, nous animons la filière pour nos adhérents qui sont sur toute la chaîne de valeur de la filière solaire, que ce soit à la fois dans le cadre de l'animation de la filière solaire thermique. Nous avons créé en 2009 l'initiative SOCOL. Donc, depuis 11 ans, nous proposons la plateforme collaborative SOCOL, qui est une d'information pour toutes les parties prenantes à la chaleur solaire collective. Et donc, avec le soutien de l'ADEME depuis 2009 et de GRDF depuis 2013, nous rassemblons aujourd'hui près de 3000 membres. Et ces membres auront donc accès également à toutes les informations et newsletters et également une partie spécifique réservée aux membres SOCOL qui permet d'avoir accès également au replay de ces webinaires et à d'autres informations. Rejoindre SOCOL est complètement gratuit, donc si vous ne faites pas encore partie de SOCOL, je vous invite à rejoindre nos membres pour partager les bonnes pratiques et également pour avoir accès à tous les outils qui sont proposés. Ces outils sont réalisés par des experts de la filière chaleur solaire collective. Et donc, ces outils sont présentés pour aider, accompagner à la fois les porteurs de projets et les professionnels tout au long des projets et dans la vie de l'ouvrage. Donc, on retrouve ces informations
qui accompagne à la fois sur le site internet et puis à l'occasion d'événements, que ce soit en présentiel ou évidemment comme aujourd'hui en webinaire, nous présentons également certains outils, certaines technologies de manière plus spécifique, avec des actions qui peuvent être aussi spécifiquement dédiées à des régions particulières. Les webinaires Socol existent depuis 2016. Cette année, nous avons eu une première série de webinaires assez techniques au niveau du premier trimestre 2020. Nous sommes notamment focalisés sur le bouclage ECS, la mise en service dynamique, le suivi des installations. Nous avons également présenté en détail le site Socol. Et puis, nous avons également eu des webinaires un peu plus généraux sur la chaleur solaire collective et ses atouts, également des interventions de l'ADEME sur la réhabilitation des installations solaires thermiques qui peuvent être optimisées. Et aujourd'hui, nous nous consacrons au système PVT. Ces webinaires sont donc disponibles en replay sur le site Socol. Donc, nous aurons au mois de mai à nouveau d'autres webinaires, à nouveau un webinaire sur le bouclage, et puis des webinaires destinés aux exploitants, la partie haute technique également, à laquelle nous allons consacrer un webinaire, et puis des logiciels de dimensionnement et prédimensionnement pour des applications spécifiques au solaire thermique qui sont à venir également. Sur le site Socol, vous retrouverez toutes ces informations. Vous pouvez rejoindre la communauté Socol en cliquant sur le bouton rejoindre sur le site et donc pouvoir notamment revoir ces webinaires si vous n'y avez pas assisté. Donc voilà, avant de passer la parole à notre premier intervenant, donc Jean-Christophe Adorne de l'Agence internationale de l'énergie, je vous rappelle ou je vous informe pour ceux qui n'ont pas encore eu l'information que nous allons tenir notre événement annuel des États généraux de la chaleur solaire 2020, donc le 29 septembre. Et vous pouvez d'ores et déjà retrouver les informations et le programme sur les sites de Socol et d'Enerplan. Je vais passer la parole donc à Monsieur Adorne. Voilà, bonjour, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez sans écho ou avec de l'écho? Oui, c'est bon. C'est bon, merci. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Mon nom est Jean-Christophe Adorne. Est-ce qu'il y a un micro qui est resté ouvert par hasard, comme ça? Faut que je lise le chat pour savoir si ça passe. Non, ça a l'air de passer maintenant. Donc, mon nom est Jean-Christophe Adorne. Je suis un ingénieur solaire indépendant. Pour certains d'entre vous qui me connaissaient pas, peut-être, sachez que j'ai créé l'INES à Chambéry en 2003 et 2005 avec le sénateur Vial et avec Jean Terme du CEA. Une belle expérience et qui, évidemment, a continué fortement grâce au soutien du CEA, de l'ADEME et de la région Rhône-Alpes et d'autres. Aujourd'hui, je représente l'Agence internationale de l'énergie. Vous voyez ici IEA. Si j'arrive à avoir un pointeur, ce sera peut-être mieux. Et en particulier, le Solar Heating and Cooling, c'est-à-dire la chaleur solaire et le refroidissement d'à peu près 25 pays. Et nous avons créé entre une dizaine de pays ce qui s'appelle la tâche 60. Task, ça veut dire tâche, ça veut dire projet. Vous la retrouverez sur Internet. Voilà le lien. Vous mettez Task 60 IASHC dans Google et vous la trouvez. Aujourd'hui, nous avons conçu le séminaire en 3 étapes. La première, ça va être ma partie. Je vais vous parler de manière générale pour essayer de faire comprendre à ceux qui ne connaissent pas et peut-être un peu plus en détail aux autres ce que c'est que la technologie hybride PVT.
Deuxième partie, une collègue de la tâche 60, Laetitia, vous parlera plus exactement de solutions très intéressantes qu'elle a le plaisir de mettre en œuvre depuis pas mal d'années. Donc, c'est une industrielle du solaire PVT, disons-le comme ça. Et la troisième partie, Daniel vous présentera la manière d'évaluer les performances des systèmes PVT, puisque vous savez, les systèmes hybrides, c'est toujours un peu plus compliqué que les systèmes simples, puisqu'il y a des ratios combinés ou des chiffres de performance qu'il faut combiner, notamment additionner de l'électricité et de la chaleur, ce qui n'est pas simple. Donc, aujourd'hui, pensons aux solutions hybrides PVT. Je vais essayer de vous faire découvrir cet univers qui n'est pas totalement nouveau, puisque ça existe depuis une quarantaine d'années, que des chercheurs, notamment danois et allemands, ont essayé de combiner PVT. Mais il y a un renouveau, il faut bien le dire, depuis quelques années, puisque on assiste à un nombre d'industriels fabricants du PVT assez important dans le monde, peut-être une centaine, en tout cas 50 à 60 en Europe, des petits acteurs pour le moment, mais qui sont très dynamiques et depuis quelques années qui ont proposé des très bons produits sur le marché, aussi grâce au fait que la technologie photovoltaïque, vous le savez, est devenue tellement abordable financièrement, bon marché, que la combinaison des deux rendait la chose attractive. Alors, rentrons un petit peu dans le détail de la technique. Vous pouvez avoir deux types de PVT, pour dire les choses simplement. À droite, celui qui est vitré, à gauche, celui qui n'est pas vitré. Donc, sous la vitre, pour prendre cet exemple-là, vous avez un module photovoltaïque qui est attaché par différentes méthodes, ça peut être mécanique, ça peut être de la colle, à un absorbeur typique d'un capteur solaire thermique, différentes formes également, en échelle, en tube, en couche mince, etc. Dessous, vous pouvez avoir une partie isolante ou pas. Si c'est un capteur vitré, en général, il y a de l'isolation parce qu'on veut atteindre des températures, comme vous l'allez voir, un peu élevées, comme typiquement les capteurs plans habituels. Et puis, si on est dans un capteur non vitré, qui s'appelle dans la norme internationale, on ne dit pas de vitrage, on ne dit pas couvert, etc. On appelle ça Wind Infrared Sensitive Collector, c'est-à-dire c'est un capteur qui est sensible à l'infrarouge et au vent. Alors, je le figure comme ça. Infrarouge, on va dire le soleil et l'ambiance, ce qui vient des nuages et autres. Et puis, le vent en surface ou à l'arrière du capteur s'il est à l'air libre. Donc, vous pouvez avoir un capteur extrêmement performant ici, puisqu'il va être soumis aux influences du vent des deux côtés, en plus de la radiation solaire. Donc, ce qui nous caractéristique dans cette technologie hybride, ce qui nous caractérise, pardon, c'est le fait qu'il y a un capteur thermique T, un capteur photovoltaïque PV combinés ensemble. Nous allons voir des exemples dans un moment. Pourquoi c'est intéressant, cette technologie? Il y a différents avantages que je vous résumerai en toute fin d'exposé, mais vous pouvez tout de suite comprendre que la partie thermique dans le spectre solaire, c'est la partie jaune qu'on essaye de collecter avec un absorbeur avec des propriétés, disons, sélectives de captation du rayonnement incident visible et de non-émission du rayonnement infrarouge, comme vous le savez bien sans doute si vous êtes familier du solaire thermique. Et puis la partie photovoltaïque, la partie bleue. Donc le même capteur va utiliser mieux le spectre solaire que s'il était simplement jaune ou simplement bleu. Certes, l'hybridisation réduit la performance comme souvent, par exemple sur trois facteurs essentiels pour les spécialistes. Notamment le premier facteur, c'est la transmission de flux incident solaire jusqu'à l'absorbeur. Il va falloir traverser des couches supplémentaires. Et l'absorption aussi, puisque si on a ici dans cette zone-là un capteur photovoltaïque, certainement que son absorption est moins bonne qu'un capteur hautement sélectif, un absorbeur hautement sélectif qui sera exposé directement au soleil. Donc on perd un peu dans cette première partie. On perd un peu dans la deuxième partie de transmission de chaleur, puisque évidemment la partie supérieure, la photovoltaïque, va devoir s'échauffer pour réchauffer la partie thermique ici, puis transférer au fluide. Donc pour les spécialistes, le facteur d'évacuation de chaleur, en anglais Heat Removal Factor, FR, va être un peu réduit. Et enfin, le photovoltaïque lui-même, il est soumis à des influences de température, comme vous le savez peut-être. S'il monte en température, il va produire un peu moins, mais s'il travaille à température relativement basse, il va produire un peu plus. C'est pour ça que j'ai signifié ici, c'est plus ou moins les choses, plus ou moins efficace. Et dans certains cas, on fait travailler notre capteur PVT à des températures plus faibles que ce qu'un PVT aurait subi durant une année,
puisque par exemple, on travaille avec une pompe à chaleur. Vous allez voir ça avec des exemples de Laetitia Dualson plus tard. Et à ce moment-là, sur l'année entière, le photovoltaïque travaille à plus basse température, donc avec un petit gain par rapport à une toiture non PVT. Dans la classification, sans rentrer dans les détails, vous aurez ça dans l'exposé. On distingue selon le type de capteur, excusez-moi, est en anglais cette diapositive, le type de fluide et la technologie de cellule. Le type de capteur, vous pouvez avoir des capteurs plans non vitrés, vitrés comme je viens de le dire, des capteurs à concentration, je vais vous en montrer un exemple. On peut parcourir l'absorbeur par un liquide, en général du glycol, de l'eau glycolée, ou par de l'air. Très très bons exemples en France, qui est avec des leaders sur le marché en France, ou avec un mélange des fluides nouveaux on est en pleine recherche dans ce domaine-là. Et puis la technologie de cellule, vous pouvez imaginer n'importe quel type de cellule. Pour le moment, ce qui domine dans les capteurs PVT sur le marché, c'est la cellule au silicium standard, en général polycristalline, parce qu'elle a des coûts extrêmement bas et des efficacités et des résistances et des résiliences à la température favorable. Voici une slide qui est assez importante si vous voulez bien comprendre ce que c'est l'avantage, un des avantages du PVT. À gauche, vous voyez une installation sur une villa où on a choisi de mettre 29 mètres carrés de capteurs solaires thermiques en rouge et 13 mètres carrés de modules photovoltaïques. Installation classique de quelqu'un qui veut avoir une production solaire assez importante. Et vous voyez en dessous que la chaleur représente, dans cet exemple, en disons Strasbourg, climat de Strasbourg, 22 mégawattheures thermiques par an, c'est-à-dire une très forte productivité, une assez bonne productivité, pour des raisons que je ne veux pas expliquer ici. Admettons que ce cas-là, électricité, 2,5 mégawattheures, 192 kWh par mètre carré. Donc, ça, c'est l'exemple typique de ce qui se fait, quelqu'un qui veut être très solaire. Quelqu'un du futur, il se dit, mais pourquoi j'utiliserais pas toute la surface, mais 42 mètres carrés, 29 plus 13, et j'y mettrais plutôt du PVT, puisqu'en fait, j'aurais à peu près la même quantité de chaleur, 22 mégawattheures, j'ai plus de capteurs en mètre carré, mais ils sont moins productifs pour les raisons que j'ai expliquées avant. Mais le gros avantage, c'est que j'aurais beaucoup plus d'électricité, puisqu'au lieu de 13 mètres carrés de photovoltaïque, j'en aurais quasiment 42. Au total, si vous additionnez la chaleur-électricité, je sais que exergétiquement, c'est absolument faux, mais ça fait rien, on est entre nous, on va le faire. Si on ajoute, on a un peu plus de 13% d'énergie supplémentaire pour le PVT. En général, le rapport entre l'électricité et la chaleur pour les applications typiques d'une maison familiale, pour des capteurs vitrés, c'est une d'électricité pour 3,8 de chaleur. Vous le voyez ici, 22 pour 5,8. Donc, vous voyez qu'avec la même surface, on produit 13% de plus d'énergie et surtout de l'électricité en plus. Gardez ça présent à l'esprit. Maintenant, la question qu'on nous pose tout le temps, et je l'aborde direct, quel coût maximum pour un capteur PVT? Parce qu'évidemment, si vous faites mieux, mais beaucoup plus cher, personne ne va prendre la solution hybride. Alors, regardons ce cas, qui est un cas typique que j'ai simplifié au maximum. Si on prend une solution des capteurs séparés, seuls les capteurs sont considérés ici. Un capteur vitré vaut à peu près 250 € par mètre carré. Un bon capteur plan vitré, je prends que l'exemple du capteur plan vitré ici. Un capteur photovoltaïque avec les coûts actuels à 60 centimes d'euros le watt, on est à 114 € par mètre carré. Vous additionnez les deux, ça coûte à peu près 364 € par mètre carré d'acheter un mètre carré de thermique, un mètre carré de photovoltaïque. Maintenant, je les combine. À combien puis-je l'acheter, cette combinaison? Bien, en tout cas, je peux l'acheter à 364 €. C'est ce que vous voyez, la première ligne du bleu. Si j'ai moins que 364 €, ben, je pense que PVT est meilleur, n'est-ce pas? Puisqu'on a vu avant qu'il produit quasiment autant, voire plus. En fait, je fais une économie de montage parce que j'aurai les monteurs qui vont me poser du PVT direct. Je n'aurai pas deux installations, deux échafaudages, etc. Et en fait, si on calcule dans le détail, comme un exemple de la moyenne européenne, on se rend compte que le gain d'énergie que je vous ai dit avant, qui est surtout en électricité, représente à peu près 100 € par mètre carré. Donc, si j'additionne tout ça, j'arrive à 514 €. Donc, comprenez-moi bien. Dans un cas, je paye 364. Dans l'autre cas, dans le bleu, si mon capteur PVT est moins cher que 514 €, il vaut mieux que je fasse du PVT, puisque tout le reste de l'installation est identique. Est-ce que c'est possible? Eh bien, la réalité du marché européen dit oui, c'est possible. Pour cet exemple des capteurs vitrés, il y a des compagnies en Europe qui sont 30 à 40% moins chères que ce 514. Pour le non vitré, vous verrez nombre d'exemples chez Laetitia dans un moment.
Je vous donne quelques exemples des capteurs. Maintenant qu'on a mis en place la partie physique, la partie économique, regardez cet exemple en haut, c'est un capteur plan. Et ce qui choque pour ceux qui sont habitués du solaire thermique, c'est que non seulement on a une connexion thermique, mais entre deux capteurs, mais on a une connexion électrique. À droite, vous avez à peu près le même système, mais sans vitrage. Je suis allé un petit peu trop vite, pardon. Où on a un absorbeur en aluminium qui est plaqué sur un module photovoltaïque. Ici, c'est un absorbeur, c'est un capteur non vitré. De manière surprenante mais intéressante, la société ici, une société anglaise, a réalisé depuis 2-3 ans un module PVT très intéressant, puisque vous voyez ici, c'est dans un tube sous vide, un module photovoltaïque avec un absorbeur dessous, et peut-être un peu de gain grâce au réflecteur que vous voyez ici. Donc, le facteur de concentration est de l'ordre de 2, 1,82, puisque vous avez une surface directe, une surface réfléchie, et en plus, on est sous vide pour augmenter la capacité de réduire les pertes, donc moins de pertes. D'autres exemples, une coupe sur un capteur vitré avec sa sortie typique. Ici, en bas à gauche, le capteur de Dualson que Laetitia vous présentera en détail tout à l'heure. Vous voyez qu'il est extrêmement mince sur cette toiture, à peine remarquable. Et à droite, les best-sellers pour le moment en France, les deux sociétés françaises qui fabriquent ces capteurs PVT à air. Vous verrez un petit exemple comment ils sont utilisés dans un moment. Enfin, le dernier exemple que je voulais vous montrer, c'est que certains cherchent à mettre une technologie photovoltaïque de très haute qualité, c'est-à-dire ces petites cellules que vous voyez en bas, ont des efficacités de 31, 32, 33%, mais coûtent très cher. C'est pourquoi on les met sous un tube à concentration. On concentre le soleil d'un facteur 5 à 10 selon les cas pour que chaque cellule photovoltaïque reçoive 10 soleils et donc partage son coût sur 10 soleils. On peut produire de l'électricité et de la chaleur avec ces modules. Évidemment, à des coûts relativement élevés, ce n'est pas ce qui va se développer fortement dans le monde. Ces exemples-là, cet exemple-là, surtout, est destiné à des processus industriels sur quelques usines peut-être dans le monde. Peut-être plus que ce que je pense, mais le gros du marché est dans les capteurs plans et les capteurs non vitrés. Un petit peu de courbe d'efficacité, si vous êtes familier avec ça, ça ne posera pas de problème. Vous avez l'efficacité en verticale, en ordonnée. En abscisse, c'est la température moyenne de travail, ou le delta T plus exactement pour les spécialistes, de 50, 100, 150 degrés. Un capteur plan standard, bien, vous voyez sa courbe ici, très bon capteur, celui-là, puisqu'il est 0,81 jusqu'à 150 degrés de delta T. Un capteur vitré est un peu moins performant, un capteur photovoltaïque thermique PVT vitré est moins performant, comme je l'ai expliqué rapidement, qu'un capteur plan, c'est la courbe verte. Un capteur à concentration légère ou tube sous vide, disons, permet d'aller à des températures plus élevées, comme vous le savez, avec une efficacité originelle, ce qu'on appelle efficacité optique un peu plus faible. Et un capteur non vitré, la courbe rouge ou la droite rouge, permet d'avoir des efficacités relativement bonnes, même presque aussi bonnes, comme vous le savez, qu'un photovoltaïque PVT vitré, quand on est à basse température. Quand on a un delta T de l'ordre de 30, 40, 50 degrés, on a peut-être été un petit peu pessimiste. Ici, c'est le Fraunhofer qui a été un peu pessimiste. Le capteur donne encore un peu quelque chose, mais sa plage de température de travail, c'est vraiment ici 20 degrés de delta T au-dessus de l'ambiance pour avoir des efficacités de 30 à 40%. Son avantage, c'est ce que j'ai figuré en pointillé ici, c'est que vous pouvez avoir des efficacités qui augmentent même si on est en dessous de la température ambiante, puisqu'on va récupérer de l'énergie grâce au phénomène, grâce à la pompe à chaleur qui va permettre de travailler sous la température ambiante. Un petit peu de théorie encore, mais très rapidement. Je reprends l'exemple du photovoltaïque vitré qu'on a vu tout à l'heure. Et dessous, vous voyez en pointillé, c'est l'efficacité d'un module photovoltaïque. Ici, au début, vous voyez, il est aux alentours de 13, 14, 15%. Donc, c'est un module très moyen du marché. Actuellement, on est 18, 19%. Et il a un effet de perte d'efficacité en fonction de la température, puisque cette courbe a une petite pente qui la fait diminuer. Pour la plupart des capteurs silicium, c'est ainsi. Si on se place à 50 degrés de delta T par rapport à l'ambiance, c'est-à-dire qu'il fait 20 degrés dehors et le capteur travaille à 70 degrés, eh bien, vous retrouvez mon facteur 1 à 3,8 ici. En rouge, c'est ce que produit en puissance le capteur thermique. En bleu, c'est ce que produit le capteur photovoltaïque.
Si vous allez en haute température, vous voyez que le capteur thermique produit moins, le capteur photovoltaïque, disons, garde la même chose, et à plus basse température, vous avez beaucoup plus d'énergie du capteur thermique par rapport au capteur électrique. Donc, la partie électrique. Quand vous entendez un rapport, par exemple, de 1 à 3,8, sachez que votre application a travaillé aux alentours des 50 degrés de delta T. Si le rapport est de 1 à 5, c'est-à-dire vous produisez 5 de chaleur, 1 d'électricité, c'est vraisemblablement que vous avez travaillé à des domaines de température aux alentours de 30 degrés. Nous avons développé dans la tâche 60 le site Wikipédia qui était sous-développé en PVT avant cette année. Vous pouvez aller vous y référer, très facile à trouver. Vous trouverez cette figure que je vous explique très rapidement. Vous avez compris qu'en fonction de la température que vous voyez sur l'abscisse ici, eh bien les capteurs non vitrés travaillent dans cette zone-là, les capteurs vitrés jusqu'à peut-être 81 degrés et les capteurs à concentration plus élevée. Intéressant dans cette figure, c'est de voir les 5 types d'applications principales. Jusqu'à 20-30 degrés sur les capteurs, on va devoir avoir une pompe à chaleur pour monter à 40-50 degrés pour faire l'usage, l'eau chaude sanitaire ou du chauffage. On peut aussi faire des piscines avec des capteurs PVT, c'est très très intéressant, qu'ils soient vitrés ou non vitrés, puisque vous produisez l'électricité en même temps pour les pompes de la piscine. Et puis de l'eau chaude sanitaire, comme vous le connaissez certainement assez bien, dans le solaire, puis des applications agricoles, j'en montrerai une rapidement, et de la chaleur de process jusqu'à 120, 130 degrés, voire plus. Donc, d'une partie basse du diagramme, les températures nous déterminent quel type de capteur on peut utiliser, et les applications dépendent de leur température, la partie haute du diagramme. Je vais vous donner quelques exemples, vous en verrez d'autres après moi. L'exemple symptomatique et systématique, on pourrait dire, du PVT à air. C'était une très belle application développée en France par 2 sociétés. Ici, j'ai pris l'exemple d'une avec qui nous avons collaboré dans la tâche 60. Ce sont donc des capteurs à air qu'on injecte dans le circuit VMC, pour dire les choses simplement. Et vous voyez qu'on peut produire avec 20 mètres carrés, 500 kWh par mètre carré de thermique. C'est à basse température, on travaille ici à 25-30 degrés maximum, et puis l'électricité 150 kWh. Le rapport est donc de 1 à 3,5, quelque chose comme ça. Donc on travaille bien dans la zone que je vous indiquais tout à l'heure, 30-40 degrés. Et grâce à ce système qui est extrêmement simple, on peut encore ajouter, vous l'avez certainement vu dans leur promotion, un stockage, on peut arriver à faire pas mal de la partie eau chaude d'une part et surtout de la partie chauffage d'une maison, d'une villa très bien isolée, pratiquement dans tous les climats de la France. D'autres exemples symboliques de ce qu'on peut faire pour la chaleur à plus haute température, 28 modules PVT que vous voyez ici, 43 mètres carrés, 7 kW. Maintenant, on doit travailler avec les deux tout le temps. Il y a qu'à dire 43,4 mètres carrés de thermique, pardon, 7,28 kW de photovoltaïque. Cette installation pour les pompiers de Saragosse produit en thermique 718 kWh par mètre carré. C'est important. Nous sommes en Espagne et c'est une application d'eau chaude sanitaire constante dans l'année. Et en électricité, elle produit 221 kWh par mètre carré. Vous le voyez, c'est assez intéressant. Les applications qui concernent les pompes à chaleur, en général, on les fait travailler sur des capteurs non vitrés, comme je l'ai rapidement dit. Ici, un exemple de 100 appartements, ça se passe en Suisse, avec une pompe à chaleur qui travaille sur des sondes, 28 sondes de 200 mètres. Il y a 1300 mètres carrés de capteurs photovoltaïques. Et dans la première année d'opération, on aime bien avoir des résultats mesurés, bien sûr. C'est le cas ici, c'était la première année. La productivité thermique des capteurs non vitrés, 330 kWh par mètre carré, et la productivité électrique, 163 kWh par mètre carré. On a réussi à régénérer les sondes, puisque 28 sondes sur une surface assez petite ici, de 200 mètres de profondeur, elles sont certainement assez proches et il y a tout intérêt à les recharger, sinon le projet risque une perte d'efficacité de la pompe à chaleur lentement au cours des années. On le recharge grâce aux capteurs non vitrés qui aussi travaillent sur la pompe à chaleur quand ils le peuvent. Un exemple agricole, je vous le mentionnais, il s'agit de serres industrielles en Chine, d'une société qui est israélienne, faite par une société israélienne. Le gros avantage, c'est que ce sont des grandes surfaces PVT tout d'un coup qui permettent de faire la chaleur, disons, du sous-sol de la serre quand on doit le faire, peut-être avec un stockage si on veut le déphaser pour la nuit, et surtout, en même temps, les ventilateurs de circulation de l'air dans ces grandes serres, soit pour homogénéiser l'air, soit pour rafraîchir
la serre. Un petit mot sur le marché. Nous avons l'avantage d'avoir pu faire dans la tâche 60 un questionnaire international. C'est très difficile d'obtenir ces données. On essaye chaque année de faire mieux. C'était la première année que vous voyez ici. Il y a à peu près 1,1 million de mètres carrés de capteurs PVT installés dans le monde. J'ai écrit au minimum parce que nous n'avons pas pu avoir tout le monde répondant à la statistique. Donc, c'est certainement un chiffre minimum. Et c'est dominé dans le marché mondial par les capteurs non vitrés que vous voyez en bleu, les capteurs vitrés en orange et puis les capteurs AR, la spécialité française, qui représente ici 12% du marché installé. Si vous voulez une ordre de comparaison, le marché mondial du solaire thermique, c'est 180 millions de mètres carrés, dont 140 à 150 en Chine, avec des tubes sous vide, et le reste, 40 millions à peu près en Europe. Donc, nous avons à peu près 1 million pour, comme c'est une chose européenne pour le moment, le PVT, 1 million de mètres carrés pour 40 millions, c'est pas si mal. Et nous avons, PVT, une assez bonne croissance. J'espère que 2019 vous le montrera. Si vous allez sur le site de l'AIE, vous verrez dans quelques semaines la nouvelle statistique. Elle n'est pas encore prête. Un petit mot sur vous montrer où le PVT a des applications les plus intéressantes, les plus rentables, surtout lorsqu'on s'adresse à du solaire avec des capteurs vitrés. Le non vitré est un petit peu plus résilient, si je puis dire, puisqu'il est aidé par la pompe à chaleur. Il a un petit peu moins besoin de soleil, on va dire comme ça, et d'une charge constante. Donc, les principales applications très rentables sont les hôtels, les résidences, l'industrie, les sports, les centres sportifs, le lavage de voitures, les hôpitaux, les maisons à multi-appartements, puisque la demande en eau chaude sanitaire est importante, et puis les campings. Vous comprenez aisément avec ces exemples que plus la demande est forte en eau chaude sanitaire et moins il y a de variations saisonnières, c'est-à-dire qu'on a une demande constante pour le thermique, c'est favorable, comme pour le PVT, comme pour les capteurs thermiques. Et puis, comme on a du photovoltaïque en abondance, si on a un bon tarif d'achat sur son réseau, ce qui tend à ne plus être le cas, comme vous le savez. Mais maintenant, si on a une consommation propre de ces résidences, ces hôtels importantes, que l'on paye à un tarif électrique élevé, eh bien, c'est autant de gagner quand on a une installation photovoltaïque qui produit pour soi-même. Et les temps de retour sur des bonnes installations peuvent être de 4 à 8 ans dans les cas ensoleillés. Je vous montre juste cet exemple-là. À Barcelone, on prend un hôtel de 200 chambres avec 200 modules PV, 314 mètres carrés de PVT thermique, 56 kW, c'est donc une installation importante. Eh bien, là, pour une demande en chaleur assez importante, très constante dans l'année, puisqu'il s'agit d'un hôtel, la couverture solaire de cette installation, c'est 34%, avec 50% d'efficacité thermique et 80% d'autoconsommation. L'investissement pour ces 314 mètres carrés, là, je ne parle plus du module seulement, comme je parlais auparavant, mais je parle d'investissement total, c'est-à-dire y compris toute la tuyauterie, le ballon d'eau chaude sanitaire ou les ballons d'eau chaude sanitaire, les onduleurs, etc. C'est 730 € par mètre carré. On est en Espagne, les conditions sont un peu plus favorables qu'en France et évidemment encore plus favorables dans le pays où je suis, la Suisse, du point de vue financier. Et le temps de retour est de 4 ans. Vous voyez ici sur ce NPV, cette Net Present Value, ou VAN si vous préférez. Au bout de 4 ans, vous avez remboursé l'investissement que vous avez fait dans cette installation et le propriétaire de cet hôtel, il se retrouve avec des chiffres 1,8 million d'euros cumulés sur 30 ans. Ce sera son gain d'avoir choisi cette solution plutôt que de n'avoir pas fait du solaire. Pour terminer, vous dire un petit mot de ce que nous travaillons en ce moment dans la tâche 60 qui va se terminer à la fin de l'année. Ce sont des différentes activités sur la technologie des capteurs, sur la simulation des installations, des systèmes, sur la manière de caractériser les capteurs, puisqu'il faut pouvoir les mesurer, ces PVT, dans un laboratoire pour dire oui, le PV est conforme aux normes, oui, le thermique est conforme aux normes. C'est ce que nous essayons de promouvoir dans la tâche 60, les nouvelles méthodes pour faire ceci. Rendez-vous sur notre site et sur la page Wikipédia, vous en apprendrez un peu plus. Vous dire aussi que la France a une bonne présence dans notre panel d'industriels de la tâche, que vous pouvez lire ici. On a des Français, des Allemands, des Hollandais, des Espagnols, des Canadiens, des Australiens et des Italiens et des Royaumes-Unis. En Autriche aussi, 3F Solar, ici. Enfin, je terminerai par vous dire,
quels sont les défis de cette technologie qui est assez récente, comme je l'ai dit, avec les nouveaux capteurs qui ont été développés ces dernières années. Vous pouvez constater que les produits industriels que nous avons actuellement sur le marché, si vous travaillez ça soit sur Google, soit en allant sur les sites qui les ont mesurés, les produits industriels sont relativement fiables. Depuis 3 à 4 ans, on a des très très bons produits. Les modèles, la simulation et la prévision est assez facile à faire avec les nouveaux outils que nous avons. Quel que soit le logiciel, on est capable maintenant de mettre les équations du PVT, y compris l'influence du vent, de la condensation, de la pluie, etc. On peut discuter ça longuement. Ce n'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est avant tout, selon nous, la notoriété. Je pense que peu d'entre vous avaient une bonne connaissance du PVT et vous êtes déjà certainement plutôt des spécialistes. Donc imaginez un installateur d'une maison ou d'un hôtel ou un architecte n'est pas forcément au courant de ce que c'est que cette technologie PVT et de tous ses bienfaits. Donc on a vraiment un travail, le webinaire d'aujourd'hui y contribue, de faire en sorte que les industriels puissent tester, point numéro 2, leurs capteurs hybrides avec des prix abordables et pas devoir payer plein pot sur les 2 tests. C'est pour le moment le cas, on essaye d'améliorer ça aussi. Évidemment, la durabilité, nous n'avons que, disons, 10 ans de retour pour certaines installations. Ce serait mieux si on avait 20 ou 25 ans. Donc, on essaye aussi de documenter des exemples qui permettent de dire que les installations vont être durables. Et enfin, étiquette et certificat, c'est certainement un axe sur lequel on travaille avec le Solar Key Mark pour les spécialistes, qui maintenant a une certification ou une labellisation, on va dire, PVT. On peut ajouter là-dessus peut-être quelques points qui sont un petit peu plus de l'ordre de la conjoncture, on va dire. Les investissements, avec les développements industriels que l'on voit, on est confiant que le PVT va être encore moins cher. Mais évidemment, si vous êtes un fabricant thermique, vous fabriquez 1 million de mètres carrés de capteurs ou un photovoltaïque qui fabrique 2, 3, 4, 5 gigawatts, ce sont des monstres industriels à côté des petites entreprises de 20 à 50 personnes qui caractérisent le PVT et donc leur production est limitée. Pour le moment, l'investissement n'a pas une courbe d'apprentissage importante, mais ça va venir et on bénéficie de la courbe d'apprentissage des autres technologies en partie. L'optimisation multivariable est assez complexe. Nous avons des bons exemples, vous verrez, mais on pourrait faire beaucoup mieux en mettant des batteries, du stock chaud, du stock froid. Les ingénieurs adorent compliquer les installations et ceux qui font la maintenance aimeraient bien qu'ils ne l'aient pas fait. Donc ça, c'est encore un point en travail. Si on veut avoir des installations extrêmement optimisées ou pas, nous préférons les installations simples. Les meilleures pratiques et les études de cas, il y en a nombre qui pourraient vous être présentées par la société Dualson après moi et vous en trouverez aussi sur notre site AIE dans quelques temps. Nous allons produire un rapport avec 30 installations dans l'Europe entière. Et puis enfin, la manière de calculer la performance. Daniel, le troisième présentateur, vous en parlera abondamment pour qu'on ait des comparaisons équitables avec les concurrents, entre guillemets, PV et T. Puis, on peut imaginer de faire du BI-PVT, c'est-à-dire Building Integrated Photovoltaic Thermics, c'est-à-dire que le fait qu'on soit avec des très beaux modules, etc. Mais pourquoi fabriquer des modules extrêmement sophistiqués et chers alors qu'on a tout un marché sur la simple chaleur domestique ou industrielle? En conclusion, si vous avez suivi, vous vous rendrez compte que le PVT a quelques forces. Il n'est pas limité, comme le photovoltaïque, à des basses températures. On peut monter jusqu'à 150, 160 degrés et plus, en direct avec des capteurs à évacuer ou à concentration, ou en indirect avec une pompe à chaleur. On peut faire le chauffage. Je ne dis pas que ça monte jusqu'à 170 degrés avec la pompe à chaleur, mais on peut faire tout type de chauffage de bâtiment. On peut faire du refroidissement indirect grâce à la pompe à chaleur ou réversible, ou direct la nuit, puisque les capteurs sont plus froids que la maison. On peut la refroidir avec ça. Et on peut faire de l'électricité pour tout type d'utilisation. Et si vous avez bien intégré ce que c'est que le mélange des deux, en fait, par mètre carré de toit, on maximise la production solaire. On peut atteindre un système 100% solaire. Imaginez que vous ayez un capteur PVT et une pompe à chaleur. Si vous avez suffisamment de soleil sur le photovoltaïque pour alimenter la pompe à chaleur, vous pouvez être 100% solaire. C'est une source de pompe à chaleur sans bruit, ce qui est très important par rapport aux pompes à chaleur à air.
Et c'est une source de pompe à chaleur aussi qui permet de régénérer des forages ou même de se passer de forages. Vous savez peut-être que certaines villes en Europe interdisent les forages puisque le rayon d'action d'un forage est de l'ordre de 30 mètres et que les bâtiments étant plus proches que 30 mètres, chacun ne peut pas se payer un forage. Donc, la solution PVT peut être intéressante dans nombre de situations urbaines aussi. Les temps de retour sont très bons, je vous l'ai dit. Si la demande est constante, c'est encore mieux si on n'a pas de variation saisonnière. En conclusion, voilà mon message. Si vous ou vos clients ou vos amis voulaient du photovoltaïque, regardez d'abord si le PVT n'est pas indiqué pour vous. Si vous avez envie de faire de l'eau chaude solaire, pourquoi pas du PVT? Vous aurez le photovoltaïque en plus. Et si vous pensez passer à la pompe à chaleur un jour ou vos clients y pensent, parlez-leur du PVT avant de décider pour une autre solution. Merci beaucoup. Nous n'avons pas l'habitude de donner ces exposés en français, c'est presque un défi. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, pour cette présentation très complète, très intéressante. Donc, nous allons maintenant passer la parole à Laetitia pour un retour d'expérience d'installation du Helsen. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Laetitia Brottier, cofondatrice et directrice innovation chez Dualsun. Dualsun est membre de la tâche 60 de l'Agence internationale de l'énergie et je vais vous présenter ici un retour d'expérience et des éléments de dimensionnement pour le PVT dans le collectif. Je vais d'abord vous donner quelques éléments de contexte international, même si Jean-Christophe en a déjà donné énormément. Vous présenter en 2 mots Dualsun et puis rentrer en détail dans des offres pour le collectif. Sur le contexte international, vous connaissez déjà le marché photovoltaïque, donc le marché de la production d'électricité solaire, également le marché solaire thermique, qui est un marché solaire également, mais pour la production de chaleur solaire. Ce sont 2 marchés qui, en 2018, avaient grosso modo la même capacité totale installée, autour de 500 gigawatts. Si on compare le prix de l'énergie par des grandes installations dans les technologies, on voit qu'en photovoltaïque, on était de l'ordre pour les grandes installations de 85 € par mégawattheure. Et pour des grandes installations solaires thermiques, pour le réseau de chaleur, on est plutôt à 40 € par mégawattheure. Donc, produire de la chaleur par le solaire, c'est bien moins cher en solaire thermique qu'en photovoltaïque. Néanmoins, le photovoltaïque est bien plus rentable puisque l'électricité est bien plus chère. Donc, en synthèse, le solaire hybride qui produit à la fois de l'électricité photovoltaïque et de la chaleur solaire, c'est une énergie qui permet d'avoir de l'électricité rentable et de la chaleur compétitive. Alors pourquoi s'intéresser à un mix des deux? Pourquoi pas faire soit l'un soit l'autre? Parce qu'on est de plus en plus vers des bâtiments qui vont avoir à tendre à des bâtiments 100% carbone zéro. C'est ce qu'appelle notamment dans son action coordonnée World Green Building Council de ses vœux, et ce parce que le bâtiment, c'est 39% des émissions de CO2 liées à l'énergie. On a une déclinaison française en fait des premières contraintes qu'on pourrait avoir sur l'énergie et sur les émissions de CO2 avec l'expérimentation énergie positive réduction carbone qui a été menée en France courant 2019. Si on creuse un peu ces tendances, on voit notamment dans le projet H2020 Excess qui est mené à faire des démonstrations en Europe de bâtiments à énergie positive qu'une très bonne solution en fait pour arriver à cette ambition pour la rénovation comme pour la construction neuve, c'est l'utilisation de PVT, donc de solaire hybride, notamment en lien avec la géothermie. C'était également l'expérience de Martin Bouygues qui s'exprimait dans son témoignage sur le fait que, oui, la place sur les toitures n'était pas infinie, qu'on aurait toujours besoin d'eau chaude, que la photovoltaïque était devenue incontournable. Et ils avaient testé eux-mêmes sur leurs ouvrages l'efficacité de la technologie 2 en 1. Donc le solaire photovoltaïque est une solution clé pour des bâtiments de plus en plus sobres. Ce n'est pas une technologie nouvelle. On est déjà à plus de 1 million de mètres carrés, comme le disait Jean-Christophe, de panneaux solaires hybrides installés à travers le monde. Il faut savoir que la France est le leader mondial du marché solaire hybride. On a 40% des installations de la surface installée qui a été installée en France. Un petit cocorico sur ce point.
Sur quelques mots sur Dualsun avant de passer aux offres. Dualsun, donc c'est une entreprise française qui a été créée en 2010. On a plus de 1000 installations solaires hybrides à travers le monde. C'est une entreprise hautement technologique puisqu'on a 6 familles de brevets à l'international, plus de 17 trophées produits à travers le monde et une croissance très importante puisqu'on a plus de 500% de croissance les 3 dernières années. Dualsun, c'est un fabricant français de panneaux solaires, du coup, et en 2020, Dualsun est le leader de la technologie hybride PVT-O, donc le photovoltaïque thermique avec un fluide, non pas air, dont Jean-Christophe a rappelé que c'était une spécialité française aussi. On aurait pu citer Systovi, GSE, qui font partie de la tâche 60 également, mais Dualsun est vraiment le leader sur la technologie à eau. Voilà, notre objectif, c'est vraiment l'autonomie énergétique des bâtiments. Sur notre panneau hybride, le Spring, donc on est vraiment sur une double autoconsommation, à la fois l'autoconsommation de l'électricité et aussi l'autoconsommation de la chaleur solaire. Le fait d'avoir une production à la fois électrique et de chaleur, c'est des panneaux qui atteignent des rendements énergétiques 3 fois supérieurs au photovoltaïque. Nos panneaux sont made in France, certifiés made in France et sont recyclables à 95% via PV Cycle. Aujourd'hui, Dualsun a 10 ans d'expérience sur cette technologie hybride. En termes de contexte, pour les normes de qualité pour le solaire hybride, depuis 2013, le Solar Clémark a clairement établi les référentiels. D'abord, le panneau doit être certifié photovoltaïque, donc les normes IEC 61215, 61730, il doit l'être dans son ensemble. Et ce, même si le laminé utilisé est déjà certifié, le panneau hybride doit être recertifié dans ces normes. Ensuite, il doit l'être sur les normes thermiques ISO 9806. Cette norme doit être passée et les coefficients de performance doivent être donnés avec du photovoltaïque en production. Ce qui signifie que les coefficients qui sont donnés par le Solar Clémark sont directement utilisables dans les logiciels sans avoir à corriger l'effet photovoltaïque puisqu'il a déjà été corrigé dans finalement la mesure. Dès 2013, c'est-à-dire dès le lancement des normes, Dualsun a lancé le premier panneau solaire au monde certifié. Le cadre normatif est déjà bien établi. On a aussi des spécificités françaises, comme vous connaissez, on a des questions sur les garanties décennales. Alors Dualsun aujourd'hui garantit tous ses panneaux 10 ans et également la main d'œuvre pour nos installateurs premium et puis 25 ans sur le productif. Nos garanties sont réassurées par Chubb. Cette assurance donne des garanties subséquentes, c'est-à-dire que même si Dualsun venait à disparaître, ce qu'on ne souhaite évidemment pas, néanmoins nos garanties continueraient de courir. On a également des ETN, enquêtes de techniques nouvelles, sur la plupart des procédés d'installation du marché, sur tout type de toiture. Je vous ai mis quelques-uns des procédés ici. Vous en retrouverez sur notre site toutes les ETN qu'on a avec les principaux acteurs. On a donc des garanties qui sont extrêmement importantes, notamment si on regarde en rapport à la norme, au standard solaire thermique. D'autres avantages dans l'installation, le solaire hybride chez Dualsun, donc je vous ai montré, c'est déjà compatible avec de nombreux systèmes de procédés d'installation, mais c'est aussi une installation extrêmement simple puisqu'on est sur des raccords rapides pour la fixation entre panneaux, et puis on peut utiliser du multicouche, pas forcément du cuir, ce qui facilite l'installation. On a une facilité d'entretien puis avec une maintenance limitée puisque notre panneau stagne à 80 degrés, ce qui signifie que le glycol ne va jamais être en train de bouillir. On a également des circuits qui sont à basse pression, donc avec plus faible contrainte. Également aussi, des suivis de production en temps réel et des paramétrages à distance sont possibles avec notamment la T-Box, donc ce boîtier est en option. Donc c'est vraiment le solaire PVT, c'est un panneau qui est attractif et qui est plus facile d'installation. Si on regarde en détail sur les offres, donc Jean-Christophe l'a déjà mentionné, on est finalement le PVT, donc le solaire hybride, le solaire Spring chez Dualsun, c'est disponible pour tout bâtiment ayant à la fois des besoins de chaleur et d'électricité. Donc que ça soit en collectif, donc sur du logement, les hôpitaux, les hôtels, mais aussi sur des besoins industriels ou des serres PVT, on en a de plus en plus, ou des piscines. Je vais d'abord vous parler, donc je vais mentionner 3 offres, notamment la première qui est le chauffage d'eau solaire collective.
Et puis, on verra les couplages PAC ensuite et le chauffage piscine. Au niveau du solaire collectif, donc le chauffe-eau solaire est très classique pour du collectif. On a des systèmes qui sont ceux finalement de la bibliothèque Sokol, des systèmes de stockage en eau sanitaire ou des systèmes de stockage en eau technique dits eau morte. La solution de Elson est très intéressante parce que sur par exemple le référentiel le plus c'est moins, alors avant que les annonces du gouvernement sur les changements de valeur pour le facteur en énergie primaire par rapport à l'énergie finale, mais donc tel que la norme avait été lancée en label E+, C-, on atteint le niveau E3, donc avec vraiment moins de place que ce qui aurait été nécessité par une double installation photovoltaïque et thermique côte à côte, moins de coûts également, et puis aussi aucun risque de surchauffe du fait d'une température de stagnation à 80 degrés. Au niveau des règles de dimensionnement, alors là, je vous donne des règles, on va dire, simplifiées. Bien sûr, il faut vérifier par une analyse approfondie pour chacun des systèmes. Mais en dimensionnement, on préconise 2 mètres carrés de capteurs PVT par logement. Donc, avec ce dimensionnement-là, on va dire la production énergétique moyenne en kilowattheures par mètre carré par an est entre 200 et 300 kWh par mètre carré par an selon les régions de France. Si on veut donner une approximation encore plus grosse maille, on est de l'ordre de 1 kWh photovoltaïque pour 1 kWh thermique. C'est avec ce dimensionnement de 2 mètres carrés par logement en chauffage direct. Au niveau des investissements, donc ça dépend beaucoup de la taille. Si on regarde pour des petites installations, donc pour 25 logements, 50 mètres carrés, on va être autour de 1 000 € par mètre carré en prix fourni posé estimé hors taxe. Un exemple de réalisation pour ce chauffe-eau solaire collectif, donc j'en ai pris un de 2019 sur 19 logements sociaux à Vorep. Donc je vous ai dit un chauffage direct. On est, si vous regardez sur la couverture solaire annuelle, on vise 45% de couverture solaire. C'est donc une installation avec 20 Dualsun qui a coûté à peu près 35 000 €, voilà, qui avait été distribuée par Eclor. Je vous parle ici d'une autre manière de chauffer l'eau sanitaire qui est aussi utilisée, qui est avec un couplage PAC. On verra les détails techniques sur les couplages PAC juste après. Mais donc cette pompe à chaleur de Heliopac est vraiment dédiée à l'eau sanitaire. Donc elle est ici installée sur un lycée à Carquefou, donc ça date depuis 2017. Donc on a les chiffres terrain. On a 90 Dualsun qui ont été installés en couplage avec 2 pompes à chaleur de 12 kW, donc 24 kW en tout, pour un prix de 163 000 €. On voit que cette fois, on n'est pas sur une couverture uniquement de 45%. On chauffe toute l'eau sanitaire, sauf 1% qui est pris en relais gaz. Mais donc, du coup, 99% de l'eau sanitaire est fournie avec 70% de la chaleur qui provient de la chaleur solaire du PVT. On a aussi 10% qui provient de la partie photovoltaïque autoconsommée par la PAC, donc en pas de temps de 10 minutes. Et puis, on a toute la partie finalement électricité qui provient du réseau pour alimenter la PAC. Donc, on a une très très forte couverture solaire des besoins sur cet exemple au lycée à Carquefou. Donc, pour entrer sur le détail du couplage des pompes à chaleur au glycolé eau, on a du coup en fait un système où les panneaux solaires hybrides sont la source froide de la pompe à chaleur. En fait, c'est comme une pompe à chaleur géothermique, sauf qu'au lieu d'avoir un chauffage géothermique ici, une source froide géothermique, un forage, on a à la place des panneaux solaires hybrides. Donc, on a à la fois une production photovoltaïque qui peut être autoconsommée par la PAC ou par d'autres appareils dans le logement d'ailleurs, mais donc par la PAC aussi. C'est du photovoltaïque classique, donc si vous préférez revendre la totalité du photovoltaïque sur le réseau, c'est possible en France. Au niveau de cette production électrique, on a plus de production électrique que un simple panneau photovoltaïque de la même puissance installé parce que on produit à basse température et donc du coup on a un gain de production électrique par le refroidissement des cellules.
Ce gain, vous voyez, c'est pas du tout la majorité des gains qu'on a, puisqu'on a aussi tout le gain de chaleur. Donc ça, c'est toute la part de solaire thermique qui est finalement la source froide de la pompe à chaleur. Je vous donnais les ratios tout à l'heure, entre 200 kWh par mètre carré par an jusqu'à 300 kWh par mètre carré par an en préchauffage direct. On n'est pas du tout sur ces ordres de grandeur-là quand on est en source froide, puisqu'on est à beaucoup plus basse température, on est largement au double. Voilà, à définir précisément en fonction des besoins par une simulation. Il existe aussi, on a des installations particulièrement, alors plutôt Nord France ou même plutôt Nord Europe, des installations qui combinent et un forage géothermique et une installation de PVT, ce qu'on avait appelé tout à l'heure, ce que Jean-Christophe avait appelé tout à l'heure, une régénération des sondes géothermiques. Voilà, ça existe aussi. C'est pas ce qui est majoritaire en France. Alors pour vous donner une idée du dimensionnement, on préconise 2 panneaux, 2 springs par kilowatt de pack pour les installations sans sonde géothermique. Voilà, en première approximation, bien sûr, ça dépend beaucoup du ratio entre le besoin d'eau sanitaire et le besoin de chauffage, mais 1 kilowatt de pack pour 3 mégawattheures par an de besoin de chauffage. Au niveau des investissements, donc là, avec ce ratio-là de 2 panneaux par kilowatt, si on installe 50 mètres carrés pour une PAC de 15 kilowatts, le prix fourni posé qu'on a sur le terrain est de l'ordre de 1 100 € par mètre carré. C'est des prix qui sont à nouveau dégressifs en fonction de finalement du besoin et de la puissance installée. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de couplage avec sonde géothermique. Mais bien sûr, il faudrait mettre moins de panneaux par kilowatt de pack s'il y a aussi des sondes géothermiques. Là encore un exemple, j'ai pris un exemple aux Pays-Bas. On a 500 mètres carrés, 300 panneaux, 500 mètres carrés de springs qui sont installés pour une pompe à chaleur d'une puissance de 150 kW. C'est une installation qui est revenue à 400 000 €. Et donc ça, c'est une installation dont on n'a pas encore les retours terrain. Je vous avais montré l'installation Aeropack dont on a déjà les retours terrain. On s'attend au même ordre de grandeur de part solaire, c'est-à-dire une prépondérance de l'ordre de 70% des besoins fournis par la chaleur et photovoltaïque. Voilà, vous retrouverez tous ces éléments, donc à la fois les outils d'ALADA prescription, la galerie projets et tous les formulaires en fonction de vos projets dans notre espace prescripteur. Un petite annonce, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire en ligne des études de dimensionnement et puis de prévision des productibles pour les maisons individuelles sur le site MyDualson, app.my.dualson.com. Cette application va être ouverte pour les projets collectifs mi-mai, donc juste après le confinement. Donc, ça sera possible directement en ligne. Mais en attendant, les formulaires dans l'espace ressources vous permettront déjà d'avoir des éléments Dualson pour être accompagnés sur vos chantiers. Voilà pour les premiers retours que je souhaitais vous partager. J'espère vous avoir donné envie d'essayer aussi le PVT sur vos projets. PVT qui s'installe de plus en plus. On a dit déjà 1 million de mètres carrés dans le monde. Et une très forte croissance de ce marché. Voilà, merci. Excusez-moi, mon son était coupé, donc merci à Laetitia. Donc je précise que nous avons un exemple de vidéo sur le site Socol d'application PVT sur une piscine. Nous allons maintenant passer la parole à Daniel Zenhauser. Oui, merci beaucoup. C'est un plaisir de pouvoir m'adresser à vous dans ce cadre. Je vais vous parler de Key Performance Indicators, donc de indicateurs clés de performance de systèmes photovoltaïques thermiques.
des quantités qui nous permettront de dire si un système il fonctionne bien, etc. Alors, je vais commencer par une petite intro. Et après, je vais vous présenter deux exemples. Un exemple, c'est une comparaison de 3 systèmes en Suisse. Et puis, le deuxième exemple, ça sera une comparaison d'un plus grand nombre de systèmes sur lesquels on avait collecté des données dans la tâche 60. Alors, c'est quoi l'utilité des Key Performance Indicators? Ben, c'est assez évident, je dirais. On veut pouvoir comparer le rendement d'un système ou d'une partie de lui avec son rendement nominal, avec ce qu'on attendait du système, ou alors aussi avec son rendement optimal. Si on fait des mesures d'optimisation, du contrôle, etc., on veut pouvoir comparer, voir si ça a amélioré les choses. Sinon, on veut aussi pouvoir comparer le rendement d'un système avec d'autres systèmes, aussi d'autres technologies, par exemple un chauffage avec une partie solaire, on veut pouvoir le comparer avec un chauffage sans partie solaire, etc. Donc, les données qui sont sous-jacentes à ce type d'indicateur, ça peut venir de campagnes de mesure, mais ça peut aussi venir évidemment de simulations que vous avez peut-être fait avant d'installer même le système. Dans la tâche 60, j'ai un petit problème technique. Voilà, dans la tâche 60, on a essayé de définir un certain nombre de ces indicateurs. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de possibilités, mais on a essayé de réduire ça à ceux qui sont les plus importants. Et puis, on n'a pas essayé d'en inventer le plus possible, mais on a essayé de l'utiliser. Ceux aussi qui existent, qui sont utilisés dans les domaines solaire thermique et électrique déjà. Donc, on a catégorisé ça en trois catégories, celle de l'énergie, celle de l'économie et puis de l'impact sur l'environnement. Par rapport à l'énergie, on a les suivants. Donc, ce qui nous intéresse, ce qu'on pense qu'il est important de dire sur tous les systèmes, c'est sa production solaire thermique et électrique par mètre carré. Sinon, on pense que c'est intéressant de aussi toujours donner le taux d'utilisation du solaire thermique ou électrique, c'est-à-dire la production divisée par l'irradiation. Ça permettra de comparer des installations qui sont situées dans des conditions avec des différentes irradiations, par exemple. Sinon, c'est toujours important d'aussi dire à quelle température est-ce que le système fonctionne, parce que, la chaleur, parce que, voilà, c'est ça qui permet de qualifier si une quantité fournie de chaleur est haute ou pas. Ben, il faut savoir à quelle température elle est à disposition. Donc là, c'est pas très évident comment on définirait ça. Notre choix ici dans la tâche 60, c'est de faire une moyenne pondérée de la température du fluide et la puissance thermique du panneau. Sinon, le taux de couverture solaire thermique et électrique, c'est toujours intéressant d'indiquer, c'est-à-dire combien du besoin en chaleur ou en électricité du bâtiment, on va dire, est couvert par le solaire. Pour les systèmes avec pompe à chaleur, un indicateur important, c'est le coefficient de performance, c'est-à-dire le rapport entre la chaleur fournie et l'électricité consommée. Dans la catégorie de l'économie, on s'intéressera souvent au coût d'investissement spécifique, c'est-à-dire seulement de la partie solaire du système par mètre carré. Sinon, des coûts actualisés, des levelized costs de l'électricité et de la chaleur produite, c'est-à-dire euros par kilowattheure typiquement, mais en coût actualisé. Et puis aussi, on s'intéresse aux économies de combustible et de consommation d'électricité du réseau qu'on a réussi à faire grâce au système, grâce à l'installation solaire. Au niveau de l'impact sur l'environnement, les deux indicateurs qu'on suggère, c'est d'indiquer la réduction de la consommation d'énergie primaire réalisée par l'installation solaire et sinon la réduction de l'impact sur le réchauffement climatique. Alors, en gros, la réduction des émissions CO2 sur tout le cycle de vie.
Il y a beaucoup plus à dire sur ces indicateurs, des détails, etc. Je ne vais pas en donner plus ici, mais vous pourrez les trouver dans 2 rapports de la tâche 60 sur notre site bientôt. Et puis, un des rapports, c'est sur les définitions, c'est sur une nouvelle nomenclature qu'on incite les gens à utiliser. Puis sinon, le deuxième rapport, c'est sur une comparaison de 24 systèmes dans le terrain, que je vais vous parler de ça un petit peu plus tard. Et puis, ça sera mon deuxième exemple. Le premier exemple, c'est une comparaison de 3 systèmes en Suisse. Alors là, on est en Suisse, dans le canton des Grisons. On a 3 bâtiments, c'est-à-dire il y en a plus, mais 3 font partie de l'étude, qui sont quasiment identiques. On a le bâtiment A, avec une toiture PV+, il a aussi une batterie de 13 kWh. Le bâtiment B, il a la même superficie, mais en PVT non vitré. Et le il a une combinaison de PV 90 m² et 40 m², thermique et conventionnel, donc vitré. Chaque système a aussi dispose d'une pompe à chaleur de 30 kW de puissance et de 5 sondes géothermiques chaque, de 170 mètres de profondeur. Et puis, donc B et C produisent aussi de la chaleur solaire. Celle-là est utilisée pour régénérer ces sondes et puis aussi pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage. Mais comme je peux répéter, donc, les bâtiments sont faits de manière quasiment identique. Même l'orientation est presque la même. Donc c'est un cas très intéressant. Une base pour les comparer, c'est le bilan énergétique. Là, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais vous voyez ici les 3 bâtiments. Vous voyez en bas qu'est-ce qui entre dans le système, et puis en haut ce qui en sort. Puis qu'est-ce qui entre? Alors il y a de l'électricité du réseau, il y a le PV autoconsommé par le système de chauffage, il y a la chaleur des sondes géothermiques, puis pour B et C, il y a le solaire thermique. Ça produit, le système il produit de l'énergie pour le chauffage, pour l'eau chaude sanitaire, et puis aussi du PV pour les ménages, et du PV qui peut être injecté, qui est injecté au réseau. Déjà là, on voit, les maisons sont presque identiques, mais il y a des différences. Par exemple, B a pas mal moins de besoin en chauffage que les autres, ou C a, disons A a beaucoup plus de besoin en eau chaude. Donc ça, il faut garder en tête quand on compare les systèmes. Qu'est-ce qu'il y en est de la production solaire de ces systèmes? On a sur toute la toiture une irradiation que vous voyez ici en jaune, et puis elle est transformée en électricité, que vous voyez en bleu. C'est moins pour le bâtiment C, qui a une surface moins, une plus petite surface de PV. Et puis pour B et C, on a ça qui s'ajoute en chaleur, qui est presque la même quantité. Il faut garder en tête que B a une surface 3 fois plus grande activée thermiquement. Les températures de cette chaleur, justement ces températures caractéristiques, sont similaires pour les capteurs conventionnels un peu plus hautes. Là, typiquement, dans un système comme ça, on serait plus bas, dans le cas des PVT non vitrés. Ça, ici, dans ce cas particulier, c'est une question un peu de réglage du système aussi. Il est opéré à une température un peu trop élevée pour en extraire l'optimum. De ces valeurs ici, on peut en déduire les taux d'utilisation solaire, c'est-à-dire la production divisée par l'irradiation. Si on fait ça au niveau du composant, on va en gros l'efficacité des composantes. Alors les composants photovoltaïques ont une efficacité pareille dans les 3 cas, presque. C'est un petit peu plus haut pour B, ça peut être dû à la température un peu plus basse d'opération des cellules, mais en gros c'est similaire. Pour le thermique, on voit ici que le non vitré, le PVT non vitré, est évidemment moins efficace au niveau thermique que le thermique vitré. Mais ce qui est intéressant dans une comparaison comme ça, et puis c'est ce qu'on veut proposer aussi comme indicateur, c'est de regarder toute la toiture, donc diviser la production solaire de la toiture solaire par l'irradiation sur toute cette superficie. Ici, on voit qu'au niveau électrique, A et B sont presque pareils, ils ont la même surface photovoltaïque, C en a un peu moins, alors du coup, là, il est un peu moins haut ici. Pour le thermique, A est à 0, il n'a pas de surface thermique,
B et C sont similaires. Ça, c'est ce que vous avez déjà vu ici. Et puis, si on veut additionner l'électrique et le thermique avec, ben, on va dire, c'est un choix, on voit que l'électricité utile est extraite de la toiture plus haute pour le PVT que pour les deux autres systèmes. Donc, si on voulait donner une valeur plus haute à l'électricité comparée au thermique, enfin à la chaleur, la B gagnerait encore de plus ici dans ce cas. Alors ça, c'est un indicateur qui permet de montrer l'avantage du PVT. Sinon, un autre indicateur intéressant pour ces systèmes de pompe à chaleur, avec pompe à chaleur, c'est justement le coefficient de performance. Ici, on a seulement au niveau de la pompe à chaleur, la chaleur utile fournie par la PAC divisée par l'électricité consommée par la PAC. On voit les trois systèmes sont similaires. On pense que dans l'avenir, grâce à la régénération des sondes et du coup la température plus basse, enfin plus haute de la source de la pompe à chaleur, B et C vont être un peu meilleurs dans l'avenir que A. Sinon, dans cet indicateur, il n'y a encore pas tellement les traces de la production solaire. Et puis, pour aussi avoir ça, on suggère d'utiliser le coefficient de performance du système entier, c'est-à-dire, on regarde toute la chaleur, celle fournie par la PAC et aussi celle fournie par le système d'installation solaire, et puis on divise par l'électricité consommée, y compris l'électricité pour les pompes de circulation, etc. Voilà, l'image change. B et C vont être un peu meilleurs parce que là, vous avez de la chaleur solaire injectée dans l'accumulateur thermique. Donc, ça donne un avantage à B et C. Maintenant, il n'y a pas encore dans ça l'avantage du PV autoconsommé que vous pouvez, en fait, vous avez à disposition. Vous n'avez pas besoin d'utiliser que de l'électricité du réseau. Donc, vous pouvez aussi définir un COP en seulement comptant l'électricité que vous prenez du réseau électrique, c'est-à-dire vous enlevez l'autoconsommation de la consommation électrique totale. Et puis là, l'image change encore une fois. A a le plus d'autoconsommation, du coup, le meilleur indicateur ici. Ça, c'est surtout grâce à la présence de la batterie aussi, enfin, du grand système PV plus la batterie. B A et B seraient pareils s'il n'y avait pas la batterie. Donc B est aussi meilleur que C, qui a une plus petite surface PV et du coup moins d'autoconsommation aussi. Donc ça, j'ai déjà tout dit. Il y a pas mal plus de détails à dire sur ces systèmes que vous trouverez bientôt dans un rapport final qui est en phase d'écriture maintenant. Je passe à l'exemple 2, c'est la comparaison des systèmes de la tâche 60. Certains ont déjà été présentés dans les présentations précédentes. Ici, c'est juste pour vous montrer une liste. Il y a beaucoup d'endroits, de climats différents. Il y a des applications différentes. Il y a du vitré, du non vitré. Il y a différentes superficies. Enfin, ça, c'est assez varié. Donc, tout ça, ça entre dans cette comparaison. Je vais juste vous donner 2-3 exemples d'indicateurs qui permettent de plus ou moins comparer ces systèmes. Ici, vous avez les taux d'utilisation solaire, thermique et électrique. Donc, c'est très varié. C'est ici en ordre par catégorie d'application. Mais du coup, comme j'ai dit, il y a beaucoup de variations. Ça, c'est parce que les températures sont différentes d'opération des panneaux. Et puis aussi, il y a des capteurs vitrés, des capteurs non vitrés, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir d'ici? C'est que vous avez en moyenne plus de 20%, 25% de taux d'utilisation thermique et autour des 12% d'utilisation solaire électrique. Donc, en total, en moyenne même, vous extrayez 40% de l'irradiation, 40% est transformée en chaleur ou électricité utile. Si on regarde, comme j'ai dit, le taux d'utilisation solaire ou la production solaire thermique dépend de la température, comme tout le monde le sait. Et puis ici, on a juste ploté ça pour les capteurs non vitrés. Vous voyez, en fonction de la température d'opération, de fonctionnement, ça descend, c'est à quoi on s'attendrait.
ça, c'est juste une petite parenthèse. Ça, c'est des calculs de production solaire brute, thermique et électrique. Si vous avez un système avec un rendement et vous vous demandez est-ce que ça correspond aux attentes, vous pouvez prendre ce type d'information. Ça, c'est des calculs faits pour, par exemple, ici, Zurich, pour différents types de capteurs typiques. Et puis, les rendements annuels thermiques et électriques pour différentes températures. Ici, on suppose que le système, toute l'année, il fonctionne à 20 degrés, 30 degrés, 40, etc. Donc, ça donne juste une idée. Si vous avez un système d'eau chaude sanitaire, de solaire pour l'eau chaude sanitaire, vous allez vous dire, je vais me situer quelque part ici ou ici, suivant. Voilà, vous pouvez, ça vous donne des indications. Ici, une petite page de pub. Il y a un rapport assez général sur le PVT en anglais ou en allemand que vous trouvez sur notre site web qui contient aussi ce type d'informations. Alors, je passe à l'indicateur suivant sur notre comparaison des systèmes de la TAS 60. Ici, on a les coûts d'investissement par mètre carré. Là, il n'y a déjà pas tous les systèmes parce qu'on n'avait pas ces chiffres pour tous les 24 systèmes. Et puis, de nouveau, vous voyez une très grande variation. On ne va pas encore tellement, parce que les statistiques ne sont pas très grandes, pas tellement la tendance que le prix diminuerait avec la taille du système, mais c'est quelque chose qui va certainement s'installer. Et puis, ce qui est surtout le message ici, c'est que, il faut ajouter qu'il y a beaucoup de systèmes qui sont des systèmes pilotes, des systèmes de démonstration, etc. C'est pour ça que les coûts sont hauts aussi dans certaines installations. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que, comme vous voyez ici, il est tout à fait possible d'avoir des coûts aussi bas que 400 € par mètre carré, pas seulement pour le champ de capteurs, mais tout ce qui est solaire, donc aussi ballons, aussi les longulaires, tout ça. Le dernier indicateur que je vais vous montrer, c'est les coûts actualisés, les levelized costs de la chaleur et de l'électricité. Ici, il faut faire quelques hypothèses. On inclut, comme je dis, seulement les coûts de l'installation solaire. L'investissement total, ici, il est partagé entre le système électrique avec 1/3 et le système thermique avec 2/3 de l'installation, enfin des coûts. Les frais annuels d'entretien, on les estime à 1% du coût d'investissement. La durée de vie de l'installation est de 25 ans, sans valeur résiduelle à la fin. Et puis, le taux d'actualisation est estimé à 3%. Les formules qui sont utilisées sont là. Voilà, c'est juste pour les montrer. Donc, qu'est-ce qui en sort ici? De nouveau, on a un certain nombre pour lesquels on a pu établir ces chiffres. Ça c'est pour les mêmes raisons, on a des systèmes qui sont encore trop chers parce que c'est des systèmes pilotes, etc. Mais de nouveau, on peut montrer, ça montre qu'il y a des systèmes qui arrivent à des coûts d'électricité autour des 10 centimes par kilowattheure. Ce qui est bien, ce qui les rend compétitifs. Avec ça, je finis. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Merci pour ces détails, ces informations. Donc, nous allons maintenant regarder les questions qui ont été posées au niveau du chat. On a les premières questions qui s'adressaient donc à Jean-Christophe. Alors, il y a des questions qui sont un peu spécifiques au début de la présentation. Donc, notamment, alors, une première question qui était sur la performance des systèmes AR sur le terrain. Est-ce qu'il y avait du retour d'expérience terrain? Également du retour d'expérience sur les laminés PV soumis à des températures élevées. Deux bonnes questions, si vous m'entendez. Les capteurs PVT-AR, oui, il y a du retour d'expérience. On les a moins étudiés dans la tâche 60 puisqu'on avait moins de cas qui nous ont été soumis. Mais les deux fabricants qui ont été cités, Systovi et GSE en France, ont pas mal d'expérience. Il faut s'adresser directement à eux pour avoir les dernières nouveautés et leur retour d'expérience.
Et en ce qui concerne l'influence de la température, notamment sur les cellules photovoltaïques, c'est évidemment une grande inconnue, une partie d'inconnue. Pour les capteurs PVT non couverts, non vitrés, cette influence est évidemment beaucoup moins grande, donc on s'attend à une durabilité très bonne. Et pour les capteurs vitrés, on n'a pas un énorme recul, on a 3 ans de recul sur les meilleurs capteurs. Les cycles qui sont utilisés dans les certifications sont des cycles accélérés de température élevée, 80 degrés et autres, et ne représentent pas, à mon avis, une réalité de 20 ans sous flux solaire important, conditions température variable, éventuellement air salin, etc. Donc, ça, c'est aussi valable pour n'importe quel test PV ou T. Est-ce que la représentativité des tests est pas extraordinaire? Le recul est de 3 à 4 ans avec les capteurs vitrés de haute qualité. On ne peut pas en dire plus. Tout est fait par les fabricants pour, évidemment, maintenir leur qualité à long terme. C'est-à-dire les choix technologiques, les choix des matériaux, il y a des problèmes de dilatation et autres. Vous pouvez retrouver, pour ceux qui s'y intéressent, ça dans les rapports de la tâche 60 que nous avons publiés dans le courant de l'année. Mais on n'a pas un recul de plus que 3 à 4 ans avec les capteurs vitrés qui montent à haute température. Alors, merci beaucoup. Il y avait également une remarque sur une des diapos en début de présentation qui est assez spécifique. Est-ce que je peux ajouter quelque chose sur le PVTR? Il y a du coup des retours d'expérience sur le PVTR ont été aussi analysés par le CETIAT dans le cadre du projet PVT Certif qui avait été financé par l'ADEME, et donc il y a beaucoup de retours terrain du PVTR qui ont été faits dans ce cadre. Et ça répond notamment, je pense, alors je suis pas spécialiste du PVTR comme vous l'aurez compris, hein, mais moi ce que j'ai retenu de ce projet PVT Certif, c'est justement que ce qu'on pourrait identifier comme quelque chose d'illogique en tant qu'ingénieur, à savoir qu'on aurait peut-être plus besoin de chauffage d'air en hiver, là où il y aurait moins de ressources, et comme il n'y a pas de pompe à chaleur pour le relever et qu'on est sur un panneau non vitré, est-ce que ça peut être pertinent de faire directement le chauffage de l'air? Ça a montré que finalement, il y avait quand même une grande partie des besoins, notamment en mi-saison, qui étaient couverts, et que du coup, en fait, les kilowattheures les kilowattheures générés par le PVTR n'étaient pas du tout négligeables, et même souvent supérieurs à ce que pouvaient être des kilowattheures générés par une simple couverture solaire d'eau sanitaire. Merci. Il y a une question par rapport à ces REX PVTR. Je suppose qu'ils sont ils sont disponibles sur le site de l'AIE. Propriété de l'ADEME. Ouais, alors c'était l'ADEME qui l'avait financé, ce PVT Certif, et du coup ils sont propriété de l'ADEME. Je ne sais pas si elle le mettra à disposition ou pas. Moi, j'en ai eu connaissance du fait de participer à ces travaux. Oui, d'accord. Mais par rapport aux expériments, enfin, on va dire aux analyses qui est dans la tâche 60, par contre, ces données-là, elles sont en ligne sur l'AIE. Pour les premiers éléments qui avaient été présentés, en fait. Alors, je sais pas si c'est moi qui réponds, mais c'est ce que Daniel disait tout à l'heure sur la tâche 60. Voilà. Les rapports sont en cours de rédaction, et du coup, ils seront tous disponibles, ces rapports, sur le site. Oui, voilà. Donc ensuite, pour répondre aussi aux questions générales qui viennent sur les présentations, celles d'aujourd'hui seront disponibles sur le site Socol, comme je le disais en début de présentation. Donc, toujours sur les premières présentations, on avait des questions, notamment une question qui disait, on est maintenant pour le PV sur du 370 watts crête pour 1,6 m², plus vers 230 watts au mètre carré, ce qui change un peu l'équation. Les performances électriques des PVT connaissent-elles la même dynamique que le PV? Je pense que Laetitia pourra répondre aussi pour ses propres panneaux. Entre son premier modèle il y a quelques années et le dernier né, le Spring que vous avez vu, pour ce que je connais des autres industriels,
oui, ils suivent évidemment la tendance des cellules, c'est dans leur avantage. Si le fabricant de cellules, la plupart du temps, c'est des Taïwanais pour le moment, mais en Europe, ça va se développer, ça continue de se développer, et ce sera d'autant plus avec ce que nous vivons, à mon avis. Les fabricants proposent des cellules de meilleure qualité, évidemment, ils les intègrent. C'est une question surtout de prix total. Et en général, ils n'ont pas les plus avancées puisqu'elles sont plus chères, mais ils ont peut-être 1 an de décalage par rapport aux plus avancées. Laetitia, peut-être pour tes produits? C'est tout à fait ça, hein. Donc nous, notre premier panneau certifié, il était pour un 230 watts crête. Aujourd'hui, notre panneau est certifié pour le 320 watts crête. Donc ça fait que 6 ans qu'on est sur le marché. Enfin 7 ans d'ailleurs, 2013, c'était il y a 7 ans maintenant. Voilà. Du coup, on a clairement la même tendance que pour le photovoltaïque, puisque de toutes les manières, on a les mêmes fournisseurs de cellules. Aujourd'hui, 370 watts crête sur le marché, c'est pas l'optimum. Merci. Alors, une autre question qui demandait, une complexité n'est-elle pas de faire coïncider les besoins de chaleur et d'électricité en autoconsommation sur une surface commune? Séparer les deux permet de disposer des surfaces adaptées aux besoins de chaleur et d'électricité. Je comprends la question, mais elle me semble pas correcte. Si, admettons que vous ayez la même surface PV et T, disons, je sais pas, 50 mètres carrés, ou pour prendre une villa, 20 mètres carrés de PV, 20 mètres carrés de thermique, pourquoi 40 mètres carrés de PVT serait moins bien? Je vois pas le raisonnement qui est sous-jacent. Et puis, antérieurement dans la proposition, il est dit, si j'ai bien retenu, la coïncidence des besoins électriques chaleur. Alors, c'est exactement la même chose que si vous avez 2 installations séparées, elles sont un PV ou T, c'est pas lié au PVT. Alors, répondons pour le solaire en général. Évidemment, c'est mieux si vous avez l'électricité qui est consommée en même temps que la chaleur, puisque vous pourrez utiliser au mieux votre partie PV. C'est pour ça que les pompes à chaleur présentent un avantage de ce point de vue-là, puisque vous utilisez l'électricité en direct. Mais sinon, pour faire coïncider, eh bien, il y a 2 technologies, 2 techniques. La première, c'est d'être le plus intelligent possible avec du smart comme j'aime pas bien le mot parce que bon, bref, avec du smart management, la gestion intelligente, c'est-à-dire faire marcher vos appareils qui consomment de l'électricité et de l'eau chaude lorsqu'il y a du soleil. Et puis la deuxième, c'est d'avoir des tampons de stockage. Pour l'eau chaude, on le connaît bien, ce sont des ballons. Pour l'électricité, les batteries à l'intérieur des bâtiments, ça c'est une question de philosophie, on peut être pour ou contre, mais disons c'est une manière de tamponner. Et puis évidemment, les voitures garées devant la porte, qui petit à petit vont être 2 voitures, une qui reste chargée la journée et une qui roule, etc. Et on change le lendemain. Ça risque d'être comme ça. Mais ce n'est pas lié au PVT, ce que je dis. Donc, c'est plutôt lié au solaire en général. Donc, pour le PVT, je ne vois pas du tout pourquoi il serait défavorisé particulièrement. Si je peux ajouter, parce qu'il y a, en termes de dimensionnement, en tout cas pour le collectif, hein, comme on a souvent des besoins d'électrique qui sont bien plus importants que les besoins de chaleur. En fait, on dimensionne sur les besoins de chaleur. Et du coup, s'il reste encore de la place sur la toiture, on peut mettre des panneaux photovoltaïques en plus qui ont exactement le même aspect du coup et le même système d'installation pour en tout cas nos panneaux. Eh bien, alors, il y avait 2 questions encore qui concernaient plutôt la première présentation sur une campagne de mesures existantes sur des sites représentatifs du marché. On y a partiellement répondu. On a également pour le solaire, ouais, pour le PVTO, du coup, parce que j'avais répondu sur le PVTR, sur le PVTR, oui. Sur le PVTO, il y a toute une campagne de mesures qui vient d'être publiée, notamment sur Expert, qui avait été fait sur le logement individuel, où on a 28 installations qui ont été suivies depuis 2014. Et donc, il y a tous les bilans de cette campagne de mesures qui sont, enfin, on va dire le résumé qui a été publié sur Expert la semaine dernière. C'est des campagnes de mesures qui ont été faites avec des installations dual sun et suivies par le CNRS donc de l'ENS Cachin. Merci. Alors, oui, pardon. Oui, je ne sais pas si je donne une conclusion qui était intéressante, c'est de montrer que donc en chauffage direct, le PVTO, donc c'était sur la maison individuelle, on était en préchauffage direct de l'eau sanitaire. On arrivait du coup à maintenir le ballon d'eau chaude à plus de 45 degrés, rien qu'avec le photovoltaïque thermique à plus de 45 degrés pendant 5 mois dans l'année, sans appoint. Et le reste du temps, il y avait de l'appoint.
Merci beaucoup pour ces précisions. Il y avait une question qui a été posée à un moment qui posait la question de la performance en cas de brouillard ou de gel. C'était au moment où on parlait, je pense, du couplage avec les packs avec écrit 6 pas de forage. Quelle performance en cas de brouillard ou de gel? Ça devait faire référence à la fin de la présentation de Jean-Christophe. Oui, merci. Alors, en cas de brouillard, bien, si vous avez un capteur vitré, vous n'allez pas avoir extrêmement de production. Si vous avez un capteur non vitré, eh bien, il reste une bonne partie de la production s'il est couplé à une pompe à chaleur, puisqu'il va travailler à température inférieure à la température ambiante. Il va récupérer comme un échangeur sur l'atmosphère. En cas de gel, il ne se passe rien de particulier en cas de gel. Vous entendez, peut-être la personne entend s'il y a du givre sur les capteurs. Certainement. Alors, quelle différence y a-t-il avec du PV ou du T? C'est exactement la même chose. C'est pas spécifique au PVT la réponse. S'il y a du givre sur les capteurs, c'est évident qu'ils produisent beaucoup moins. Mais l'expérience montre que dès qu'il y a un petit rayon de soleil, ça commence par le haut à chauffer et puis le givre, il se forme une petite couche mince sur le capteur très fine d'eau un peu plus tiède qui fait débarouler la couche de givre s'il y a de la pente. Mais ça, c'est pas spécifique au PVT, c'est le solaire en général. On peut peut-être rajouter que si le panneau est utilisé comme échangeur de chaleur, alors comme source pour la pompe à chaleur, un panneau non dit, là, ça peut même être avantageux que du givre se forme. Oui, ok, c'était juste un complément. Merci. Alors ensuite, les questions suivantes, elles concernaient surtout, elles ont été posées au cours de la présentation de Laetitia. Donc, il y avait une question sur la prise en compte dans les calculs réglementaires. Je vais répondre à la fois pour le PVTR et le PVTO, puisque c'est assez français. PVTR, il y a un titre 5 qui a été déposé par les fabricants. Pour le PVTO, en fait, sur la réglementation, c'est très simple. Il suffit de cliquer 2 fois, en fait, une fois en panneau photovoltaïque, une fois en panneau solaire thermique. Il y a tous les coefficients thermiques dans la partie thermique et tous les coefficients photovoltaïques dans la partie photovoltaïque. Alors, effectivement, ça montre pas dans le calcul réglementaire le gain en performance électrique qu'on peut avoir du fait du couplage, voilà, ça le montre pas. Mais c'est largement suffisant pour avoir des valeurs des valeurs réglementaires qui permettent déjà de faire des calculs avantageux pour le PVT. Donc on clique 2 fois dans les bases de données d'Ibatec, on a dans le photovoltaïque, on a dans la liste photovoltaïque, on a les dual zones et dans la liste thermique, on a les dual zones aussi. Très bien. Il y avait une autre question assez technique. Comment le panneau est-il à 80 degrés maximum par le filtrage par le capteur PV? Non, c'est toujours compliqué à comprendre, mais en fait, on n'a pas du tout les mêmes courbes de performance, comme vous a montré Jean-Christophe. Sur des delta T élevés, en fait, on n'a plus de puissance. Et donc, quand on est très élevé en delta T, on a juste une puissance nulle, ce qui veut dire qu'il y a autant de pertes que de gains. Et cette puissance nulle, elle est vraie, elle est valide à 80 degrés. Ce qui veut juste dire que notre température stagnation intrinsèque, le panneau ne peut pas aller au-delà de 80 degrés, il n'a plus de puissance thermique après. Voilà, donc c'est une température de stagnation qui est certifiée par le TÜV Rheinland, par Kiwa pour notre dernier certificat. Donc c'est les températures de stagnation sont mesurées par la norme ISO 9806. Donc notre température de stagnation en tant que whisk, c'est 80 degrés. Voilà. Je peux peut-être ajouter en complément pour ceux qui ne sont pas familiers, la température de stagnation, c'est la température à laquelle arrive un capteur lorsque vous le mettez au soleil sans du tout l'irriguer. C'est la température que votre voiture atteint quand vous la laissez au soleil. Une voiture, c'est un mauvais capteur solaire pour nous, mais elle atteint quand même 55, 60 degrés, voire quelquefois un peu plus. Il y a même des bombes de lac qui explosent dans les voitures au bord de la mer. Donc un capteur non vitré, comme l'a bien dit Laetitia, arrive à 80 degrés. Et en-dessus de ça, il a tellement de pertes qu'il ne monte pas, il reste à 80 degrés quand il est sous le soleil. Gros avantage, 80 degrés, comme l'a dit Laetitia, il n'y a pas ébullition du fluide, les joints en général tiennent mieux le coup, etc. Un capteur vitré de haute qualité peut monter jusqu'à 230 degrés en stagnation. Tout ce qu'on fait dans le solaire, c'est valable aussi pour le PVT comme pour le T, c'est d'essayer que l'installation marche tout le temps, où est un consommateur en permanence pour que ces cas de stagnation soient le moins fréquents possible. Il y a d'autres techniques qu'on appelle le drain back
ne va peut-être pas rentrer dans les détails du solaire thermique maintenant, mais sachez que cette température stagnation, c'est quand même un des facteurs importants sur la durabilité et que plus elle est faible, sans doute, meilleure la durabilité sera. Alors, du coup, ça peut nous faire rebondir sur une des dernières questions qui a été posée. Est-ce que le fait, justement, de la durabilité, pour prendre la référence du solaire thermique classique sur 20 ans, est-ce que ça sera plus facile avec du PVT? Est-ce que les matériaux vont tenir, les tuyaux, etc. Quel est le… Oui, j'ai vu la question qui est très pertinente. Dans la question, il est même dit on a du mal à faire tourner du solaire thermique pendant 20 ans, d'après la personne, Jean-Paul, qui a posé cette question. C'est vrai que sur les retours solaires thermiques sont quand même assez grands, puisque les premiers datent des années, disons, des années 80. On a 40 ans de retours solaires thermiques et on sait très bien que certains capteurs vieillissent mal. Alors, l'avantage, si je puis dire, de cette technologie un peu récente, disons 5-6 ans, c'est que les fabricants essayent d'intégrer tous les 40 ans ou les 35 ans d'expérience thermique pour éviter les problèmes qu'on a vus dans certaines installations. Est-ce que ça va suffire? Très difficile de le dire. Voilà, il y a quand même un pari sur l'avenir pour les matériaux, mais c'est dans toutes les technologies pareilles. L'avantage des exemples que je vous ai montrés, c'est que le payback, le temps de retour, il est inférieur largement à 8 ans et que 10 ans, ça devrait être quasiment sûr. 15 ans, la probabilité de ruine commence à exister. Puis 20 ans, on ne sait pas. Donc voilà, si votre système a moins de 10 ans de temps de retour, où est le problème? Oui, on peut peut-être aussi dire, est-ce que je peux ajouter que pour le PVT non vitré, c'est assez plausible qu'il y a moins de problèmes, qu'il y a pas ces températures hautes, alors il y a moins de problèmes, pas de vapeur, etc. dans le système. Pour le PVT vitré, ben là, vous avez des problèmes qui sont peut-être encore plus compliqués que pour le thermique conventionnel, parce qu'il y a des matériaux supplémentaires qui doivent supporter les températures. Donc, ça, c'est des défis, je pense, sur lesquels on doit travailler. Merci. Il y avait des questions concernant le financement du fonds chaleur. Donc, actuellement, en fait, c'était intégré au NTE. On est en attente des résultats et d'une décision de l'ADEME par rapport à une intégration dans le fonds chaleur. Je ne sais pas si Laetitia, tu souhaites compléter, mais… Oui, c'est exactement ça. Le NTE est suspendu car ils sont en train de valider en fait les technologies qui vont passer dans le fonds chaleur classique. Et c'est vrai que bon, ce fonds chaleur, il est souvent un peu frustrant parce que, bon, par exemple, en France, le fonds chaleur, c'est peut-être plus pour nos intervenants, mais par exemple, le chauffage pour le logement collectif par le solaire, c'est toujours pas dans le fonds chaleur. C'est toujours un NTE, une nouvelle technologie émergente. Je vois une question de Charlie sur les installateurs. Il est difficile de trouver les bons installateurs dans le solaire. Qu'en est-il du PVT? Laetitia devra donner son avis, surtout la manière dont il procède. Ce que j'observe chez les industriels que je fréquente du PVT, c'est qu'ils sélectionnent leurs installateurs, ils les forment, ils les aident, ils les supportent. C'est aussi pour ça que le marché, pour le moment, est en développement relativement petit. C'est plutôt une stratégie de partenariat avec certains installateurs qu'une diffusion grande échelle. Mais certes, c'est une installation plus complexe qu'un PV seul et un thermique seul. Mais quand on additionne les deux, il y a quand même des installateurs qui sont capables d'être à la fois électriciens et plombiers. On en trouve et c'est ce qu'ils font. Laetitia, votre manière de faire? Pour nous, c'est séparé selon que c'est maison individuelle ou logement collectif. En maison individuelle, en fait, on a des installateurs qui sont agréés. Et du coup, on a une charte d'installateurs agréés. Il faut notamment qu'ils aient fait une formation. Au niveau du collectif, on a donc du coup, on a beaucoup de bâtiments qui passent par des appels d'offres sur des installateurs
peuvent être tous ceux qui répondent au final. Donc nous on préconise dans le cahier des charges de mettre finalement d'être formé en tout cas parce qu'en général il y a deux lots, le lot photovoltaïque, le lot thermique. Pour le lot thermique en fait la formation RGE Calisol est très bien. Elle répond aux besoins de capacité d'installation de nos panneaux. Et puis pareil en photovoltaïque, la formation CaliPV est très bien et répond à la possibilité qualifiante d'installer nos panneaux. Voilà. D'ailleurs, pour la maintenance, du coup, on a également pour la partie thermique le référentiel de formation Socol exploitant qui sera compatible aussi avec avec la maintenance thermique PVT. Je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions. Il y avait une question. Alors, question plus sur le marché par rapport à l'individuel. Quelle était la part en maison individuelle, neuf et rénovation? Il y avait également une question sur du retour d'expérience dans les DOM. Je crois que ces deux questions, on ne les a pas abordées. Peut-être c'est moi qui vais répondre. Du coup, c'est sur la part. Alors déjà, entre maison individuelle et logement collectif, on a à peu près moitié-moitié, un petit peu moins en logement collectif de notre chiffre d'affaires. On doit avoir 45% en collectif. Enfin, quand je dis logement collectif, en fait, ça correspond aussi aux piscines et aux tertiaires. Du coup, sur la répartition neuf et rénovation, par contre, on est très largement en rénovation aujourd'hui. Dans le neuf, il y a encore très peu d'installations qui comprennent du solaire. D'ailleurs, c'est général. Il y a moins de 5% des installations en solaire thermique, moins de 2% qui ont du photovoltaïque en France. Donc aujourd'hui, le neuf installe peu de solaire. Je pense que ça va changer avec la RE 2020. Très bien. Retour d'expérience dans les DOM. Du coup, nous, on a des installations dans les DOM, ça reste, enfin, c'est pas encore notre marché principal, mais bon, par contre, on a des installations beaucoup dans des pays chauds, puisque l'Australie fait partie de nos gros clients. Très bien, merci. Et donc, on avait également une dernière question je crois, qui n'avait pas été prise. Oui, sur le PVTR, une question à laquelle on n'avait pas répondu. Que penser des capteurs à air? Réalité d'exploitation de la chaleur produite selon l'occupation horaire, maîtrise de la diffusion dans l'habitation, interférence avec le système de ventilation. Alors, dans la tâche 60 que je représente, on a eu beaucoup moins de retours d'expérience des systèmes AR pour différentes raisons, aussi parce que, je veux le dire ici, ceux qui ne le savent pas, l'AIE ne finance pas les participations. Une entreprise comme Dualson, qui est très présente et qui essaye de faire avancer le PVT au niveau international, finance elle-même sa participation, c'est important de le noter, et donne à l'ensemble de la communauté qui participe beaucoup d'expériences comme ça, gratuitement, sur la table. Donc, qu'ils en soient ici remerciés. D'autres entreprises dans d'autres pays n'ont pas cette possibilité ou cette volonté, donc on n'est pas exhaustif, si bien que les capteurs PVT-R nous sont quand même moins connus que les capteurs à eau. Donc, je ne peux pas vraiment me prononcer sur leur fiabilité, qualité long terme. Sur la question théorique de savoir si il faut un stockage parce qu'on est en liaison avec la ventilation, et évidemment, quand vous êtes à midi plein soleil, il n'y a pas forcément besoin d'injecter de la chaleur dans une maison bien conçue. Eh bien, c'est sans doute pour ça que certains fabricants ont développé un stockage thermique avant d'injecter ça dans le bâtiment, qui prend tout son sens s'il est efficace. Nous n'avons pas dans la tâche 60 étudié spécifiquement, pour les raisons que j'ai dites, d'installation PVTR. C'est dommage, mais encore une fois, les États ne financent pas les participations des industriels, notamment français, et c'est bien aussi dommage. Du coup, pour compléter la dernière question, une des raisons du non-REX PVTR est que l'on mesure difficilement la quantité d'énergie sur l'air, n'est-ce pas? Non, en tout cas, je sais que si Stovie, je suis désolée de répondre à leur place parce qu'ils auraient mieux fait
les explications que moi, mais je sais qu'en tout cas, ils ont développé une application pour suivre en temps réel la production d'énergie et de leur PVTR. Et il n'y a pas trop de soucis de mesurer le débit d'air et puis les températures. Donc au final, c'est tout ce qu'il faut pour faire la mesure de la quantité d'énergie fournie. C'est peut-être un prochain webinaire Sokol, le PVTR. Oui, on l'avait aussi évoqué, donc ça fait partie des projets, effectivement. Bon, je pense qu'on a répondu à toutes les questions, il me semble. En tout cas, s'il y a d'autres questions après ce webinaire, elles pourront également être posées par mail, sachant que, comme je le disais en début de webinaire, donc vous pourrez accéder au replay et aux présentations dans la partie membre du site Sokol. Donc, n'hésitez pas à visiter le site et puis également, voilà, revenir vers nous s'il y a des questions. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci aux participants qui étaient présents aujourd'hui. J'espère que, comme disait Laetitia, voilà, ça vous donnera aussi un petit peu plus d'impulsion peut-être pour considérer également cette possibilité technique dans vos projets. Et puis, à bientôt pour un prochain webinaire Sokol.